Bonjour et bienvenue dans la capsule vidéo consacrée au temps en histoire, dans laquelle nous allons réviser les outils de l'historien. Premier outil essentiel, la frise chronologique. En voici une, celle des 5 périodes qui composent l'histoire. Nous avons donc d'abord la préhistoire, avec l'invention de l'écriture en moins 3500, moins 3000, qui permet de passer à l'Antiquité, qui se termine en 476 avec la chute de l'Empire romain, puis, jusqu'en 1492, le Moyen-Âge. Vient ensuite une autre période appelée les temps modernes, qui s'achève en 1789 avec la Révolution française, et depuis, nous sommes dans l'époque contemporaine. Alors, en histoire, comment allons-nous mesurer le temps? Quels sont les outils? Bien sûr, on ne va pas étudier le chronomètre ou le sablier qui permettent de mesurer les temps courts. Or, en histoire, on s'intéresse plus souvent au temps long. Alors, quelles unités de mesure utilisons-nous? Tout d'abord, l'unité qui comporte 365 jours, c'est bien sûr l'année. Ensuite, des périodes de 10 ans. Comment cela s'appelle? Eh bien, ça s'appelle une décennie. Une période de 100 ans, c'est un siècle. Et une période de 1000 ans, un millénaire. Ce vocabulaire est important, il faut le maîtriser pour l'évaluation. Ensuite, il faut essayer d'ordonner les événements, ce qu'on appelle la chronologie, et remettre dans l'ordre. Donc, on voit, première chose, il y a un point de repère important dans notre civilisation qui est l'année 1, ou la naissance de Jésus-Christ. Et donc, les événements sont ordonnés à partir de cette date, en 1er siècle, après Jésus-Christ, 2e siècle, 3e siècle, ou avant Jésus-Christ, 1er siècle, avant Jésus-Christ, 2e siècle, avant Jésus-Christ. Donc, il faut bien voir que plus on s'éloigne de Jésus-Christ, plus on recule dans le temps, et donc on a l'impression de compter à l'envers. Comment est-ce qu'on va lire et placer une date sur un axe chronologique? Eh bien, nous allons nous entraîner un petit peu. Premier petit exercice, il faut essayer de placer la date 200. Puisque rien n'est précisé, 200, c'est forcément 200 après Jésus-Christ. Donc, je vais regarder mon repère principal, qui est la naissance de Jésus-Christ, et je vais me demander de quel côté je suis. Est-ce que je suis avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? Donc, puisqu'ici c'est 200 après Jésus-Christ, je vais avancer jusqu'à trouver 200. 200 se situe ici, et je vais donc pouvoir noter ma date 200 ici. Petite astuce. Si, sur ma frise chronologique, je suis à gauche de mon point de repère qui est la naissance de Jésus-Christ, c'est une date qui a eu lieu avant Jésus-Christ. Si je suis à droite de la frise, à droite de mon point de repère, c'est une date qui a eu lieu après Jésus-Christ. On continue de s'entraîner. Alors, 3 petites questions faciles. La première, il faut entourer la date à laquelle correspond le signe rose. Alors, ce signe rose, il est ici. Donc, je suis en 3500, mais est-ce que je suis avant ou après Jésus-Christ? Je cherche mon point de repère, il est ici. Donc, je suis à gauche du point de repère, donc je suis bien avant ce point de repère. Je suis en moins 3500. Je prends le deuxième exercice avec le signe jaune. Donc, je vais lire au-dessus de la ligne la date. On est en 1000. Et comme je suis toujours à gauche de la frise, à gauche de mon point de repère qui est la naissance de Jésus-Christ, je suis avant. Donc, je suis en moins 1000. Troisième exercice, le repère vert. Alors, ici, je ne peux pas lire directement puisque je ne suis pas sur une ligne. Mais je suis à peu près au milieu de 2 repères, donc entre 1000 et 1500. Donc le milieu de ces 2 dates, ce serait 1250, et donc on est ici, 1250, à droite, donc après Jésus-Christ. Alors maintenant, on va s'entraîner à lire des intervalles, des périodes. On va s'intéresser d'abord à la période
rouge. La période rouge, elle va d'ici à ici. Donc j'essaie de voir le début. Le début, c'est ici. La date qui est indiquée au-dessus, c'est 3500. Mais est-ce que c'est 3500 ou moins 3500? Hop, on repère. L'année 1 est ici. Je suis à gauche. Donc je suis avant. Donc c'est moins 3500. Où est-ce que ça se termine? Ici. La date indiquée, c'est 500. Point de repère. Je suis à droite, donc c'est 500. La bonne réponse est donc moins 3500 à 500. Cette période, c'est la période qui correspond à l'Antiquité. On fait la même chose pour l'intervalle jaune. Elle commence ici. La date, ici, c'est 500. C'est après le 1, à droite. Donc c'est 500 après Jésus-Christ. Et elle se termine ici, donc en 1500. La bonne réponse est donc de 500 à 1500. Un petit retour rapide sur les périodes historiques que nous allons étudier cette année. La première, c'est la préhistoire. Donc, comme on l'entend dans son nom, c'est la période qui a eu lieu avant l'histoire. Pourquoi est-ce que l'on dit avant l'histoire? Parce que c'est avant la naissance de l'écriture. Donc, à peu près vers 3500 avant Jésus-Christ. On n'en dit pas plus puisque notre premier chapitre sera consacré à l'étude de cette période. Ensuite, nous allons étudier la période qui s'appelle l'Antiquité. C'est une période qui s'étend de moins 3500, donc la naissance de l'écriture, jusqu'à 476 avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. C'est une assez longue période où il se passe pas mal de choses et surtout nous allons y étudier 3 grandes civilisations. La civilisation des Égyptiens, comme on peut voir sur la première image, la civilisation grecque, deuxième image, et la civilisation romaine, troisième image. Pour exprimer le temps, en histoire, on a l'habitude d'utiliser les chiffres romains, notamment pour désigner les rois. Louis XIV, ça ne s'écrit pas avec un 1 et un 4, on est d'accord. Alors, petit exercice, regardons le tableau, ici, et qu'essaie de nous dire le druide? Qu'est-ce que l'on peut lire? Alors, on va d'abord s'entraîner pour voir si on peut réussir ensuite. Alors là, on voit Astérix qui discute avec le druide, qui lui demande une date. Et, bien sûr, il répond cette étrange réponse, MDXV. MDXV, c'est un petit peu plus difficile que ce qui est écrit sur le tableau. Et là, tout de suite, vous voyez pas. Alors, il va vraiment falloir qu'on travaille pour voir un petit peu ce que ça veut dire. On a ici un petit rappel dans le texte. Vous voyez, Louis XIV est né au XVIIe siècle. C'est pas facile. Il va falloir qu'on s'entraîne. Voici un petit tableau qui nous explique comment fonctionnent les chiffres romains. Donc on a ici tous les signes qui sont utilisés. Donc les signes principaux, les voici. Il n'y en a pas tant que ça. Le bâton, comme vous dites souvent, ou le I majuscule, ça correspond à une unité. 1. Le V à 5 unités. Le X, c'est 10, le L, 50, le C, 100, le D, 500 et le M, 1000. Une fois que vous connaissez tous ces signes-là, vous savez faire tous les chiffres romains. Alors, on a les unités qui vont être toujours les mêmes, que ce soit pour compter de 1 jusqu'à 9, de 11 jusqu'à 19, de 101 jusqu'à 109, etc. Alors, c'est facile au début. Pour 1, je mets un bâton. Pour 2, je mets 2 bâtons. Pour 3, je mets 3 bâtons. Et pour 4, je ne mets pas 3 bâtons. Comment ça fonctionne à ce moment-là? Eh bien, il faut se souvenir de cette règle. Il ne faut jamais mettre plus de 3 signes identiques à la suite. Je ne mets pas 3 signes identiques à la suite, ça veut dire qu'il faut que je change de stratégie. Alors ici, on comprend avec le 5 comment ça fonctionne. Ici, 5. Ici, 4. Dans le 4, le bâton est à gauche du V. Ici, cela veut dire qu'il faut soustraire une unité. Il faut en enlever une. Donc, ça fait 5
moins 1, 4. Pour faire 6, il suffit d'ajouter. Donc 5 plus une unité, 6 unités. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Si l'unité est avant, on la soustrait. Si elle est après, on l'ajoute. Répétons les règles à retenir. Il ne faut jamais mettre plus de 3 signes identiques à la suite. Ensuite, des questions de grandeur. Si le signe le plus petit est avant le signe le plus grand, on doit le soustraire. Par exemple ici, un bâton qui veut dire 1 suivi d'un X qui veut dire 10. Le plus petit est avant, donc on soustrait. 10 moins 1, ça fait 9. Lorsque le signe le plus petit est après, on l'ajoute. Ici, le signe le plus petit, c'est X, qui veut dire 10. Il est après le L, qui veut dire 50. Donc, on ajoute 50 plus 10, ça fait 60. Alors, que dit Obélix? Qu'est-ce qu'il répond lorsque le druide lui demande quelle est la date de Gergovie? Il répond 1515. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Troisième partie du travail de l'historien, des outils, c'est comment on utilise les siècles, comment on les nomme. Alors souvent on les nomme à l'aide des chiffres romains. Ça y est, c'est bon, vous savez faire. Alors, quelle est cette petite méthode de calcul? Eh bien, il faut chercher le nombre de centaines contenues dans la date. Là, on a 476. Dans 476, il y a 4 centaines. Petit rappel, ici on a les unités, ici les dizaines, et ici les centaines. Donc, 4 centaines. On rajoute 1 pour le siècle en cours, puisque les siècles commencent la première année comme en 101, en 201, en 301. Donc, c'est pour ça que l'on rajoute le 1 pour le siècle en cours. Donc, 4 plus 1, ça fait 5. L'année 476 appartient donc au 5e siècle. De la même façon, pour 1789. En 1789, il y a 17 centaines. Donc on fait 17 plus 1, on est donc au 18e siècle. Et bien voilà, on a revu les principales méthodes pour lire le temps en histoire. J'espère que vous réussirez bien votre évaluation. En attendant, je vous souhaite de bonnes révisions.